Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon petit entretien. C'est le fun de vous voir nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David Santarosa, qui vient nous présenter son livre La pensée woke. Mais je pense que vous le savez déjà. La plupart d'entre vous ont probablement déjà le livre. Pour les personnes qui n'auraient pas le livre, je tiens quand même à vous dire qu'il est disponible à la Coop du Cégep. Et pour les 2 prochaines semaines, la Coop vous offre 25 de rabais sur ce dit livre. On va faire tirer aussi des exemplaires du livre à la fin de la conférence. Donc, si vous l'avez déjà, ben yes, un cadeau de Noël d'acheter déjà, c'est super. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, à la fin de l'entretien, il y aura une période de questions. Comme c'est filmé, on va vous demander de vous déplacer au micro pour poser vos questions, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Non, il n'y en a pas d'autres. Et ben, je pense qu'on va commencer. Il reste 4 places direct en avant s'il y en a qui veulent se rapprocher. Alors, ben voilà, je vais commencer par vous présenter donc notre invité, David Santarosa. Bonjour. Bonjour. Là, vous me direz si je me trompe, mais je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes professeur, on dit enseignant ou professeur? Enseignant. Donc, enseignant au secondaire, en français et en éthique et culture religieuse. Mm-hmm. Vous faites aussi des chroniques à Cube Radio et dans la presse. Anciennement à la presse. Anciennement à la presse, bon, voilà. Et La pensée woke est votre premier livre? Oui. D'accord, merci. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous poser des questions. On en a une très longue liste. Allons-y tout de suite. D'abord, j'aimerais ça, si vous pouviez nous raconter le contexte et les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre-là, s'il vous plaît. Ben, merci de l'invitation. Dans un premier temps, très heureux de venir vous parler de mon livre cet après-midi. Donc, vous le savez, c'est probablement pas à vous que je vais l'apprendre. Vous le voyez à tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, les questions de racisme, d'égalité, les questions autochtones, la question de l'égalité des sexes, la question de l'identité de genre, ce sont des sujets, je vais dire quand même à la mode, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. C'est parfois bien vu. C'est parfois bien vu d'en parler. Et puis, je me suis rendu compte, c'est très bien d'ailleurs, c'est des questions généralement importantes. Ce que je me suis rendu compte, par contre, au fil des années, surtout depuis 2020, je vous dirais, avec la fameuse COVID-19, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes qui étaient écrits sur le sujet, il y avait beaucoup de livres qui étaient écrits sur le sujet, des documentaires qui ont été faits sur le sujet. Et lorsqu'on en parlait dans l'espace public, dans les médias, on était très complaisant. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde dans l'espace public va être contre le racisme. Tout le monde dans l'espace public va être contre le sexisme, va être pour l'égalité. Évidemment, si tu te présentes dans l'espace public en te disant « Oui, moi, je suis pour la discrimination », bien évidemment, on va te canceller, pour reprendre un mot à la mode, et à raison, en quelque sorte, parce qu'évidemment, c'est intolérable. Cela dit, par contre, il faut distinguer la discrimination, véritablement, et la question de l'égalité. La question de l'égalité est beaucoup plus complexe. Comment on aménage l'égalité de droit, l'égalité de chacun, les rapports entre majorité et minorité. Je vais revenir plus précisément plus tard là, sur des exemples précis, mais je me rendais compte que c'était véritablement des questions politiques et elles n'étaient pas abordées justement de manière critique. On était très complaisant à l'égard de ça. Donc, j'ai commencé à faire des résumés critiques du livre de Judith Lucier, du documentaire de Fabrice Ville, du livre de Natacha Canoë-Fontaine et Denis-Élise Béchard, pour tout simplement me rendre compte que justement, il fallait davantage critiquer ces idées-là qui n'allaient pas de soi. Et je me permets une petite citation qui, à mon sens, explique pourquoi il faut être critique d'une certaine idéologie, même si elle se prétend, même si elle prétend combattre le racisme, même si elle prétend combattre, pas combattre, mais en fait favoriser l'égalité. En fait, c'est peut-être tout le contraire. Donc, je lis la page 78 que vous avez peut-être déjà lue. J'explique. Selon lui, selon Denis-Élise Béchard, un des auteurs, la société blanche, déjà on parle du Québec comme une société blanche, déjà ça ne va pas de soi évidemment, la société blanche est caractérisée par sa froideur. Les Blancs se perçoivent comme étant la norme et elle n'est qu'une grande subvention perpétuelle qui ne tire profit de ceux qui ne sont pas blancs. Dans les sociétés blanches, le racisme ne constituerait pas une exception, mais plutôt la règle, car il imprégnerait toutes les strates de notre société. Plus encore, le racisme n'est pas seulement toléré dans des endroits comme au Québec,
les normes de la société nous encouragent constamment à l'être. Donc, on dit dans des livres qui ont été valorisés dans les médias traditionnels comme Radio-Canada, on nous dit les normes de la société québécoise nous encouragent constamment à être racistes. Bien sûr, il existe du racisme au Québec comme ailleurs. De là à dire que les normes de la société nous encouragent constamment à l'être, ben, c'est évidemment faux. La dernière fois que j'ai regardé, il y a des lois contre la discrimination. Donc, à nouveau, il manquait énormément de nuances à mon avis. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire un livre là-dessus. Et je termine sur cette question-là. L'importance aussi du lexique, les mots qu'on utilise, je pense que c'est très important d'avoir un souci du mot juste. On a imposé beaucoup de nouveaux mots. On a remplacé, je pense que vous allez en parler dans les prochaines semaines, on a remplacé très rapidement dans notre vocabulaire le mot sexe par le mot genre, sans que ça crée trop de vagues. Pourtant, le sexe et le genre, ce n'est pas du tout la même chose. On redéfinit des termes qui m'apparaissent importants pour se comprendre soi-même, pour comprendre la société. Il faudra un peu en discuter. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé aussi à la fin de mon livre un lexique. Je vous relance sur les mots, justement. Vous utilisez le mot « woke » dans votre livre. On sait que ça ne fait pas nécessairement l'unanimité comme appellation. Il y a des gens qui ne se revendiquent pas de la pensée woke. Donc, pourquoi vous avez choisi ce mot-là pour désigner ce phénomène-là? C'est une question qui revient souvent, parce que souvent, le mot « woke » signifie « éveillé », et c'est un mot qui est utilisé parfois, peut-être même souvent, comme insulte. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de ridiculiser une personne en disant « Ah oui, toi, tu te prétends plus intelligent que nous, tu te prétends éveillé. » C'est vrai, parfois c'est utilisé comme insulte. J'ai envie de dire en même temps, chaque étiquette politique, ou du moins beaucoup d'étiquettes politiques aussi, sont utilisées pour insulter, pour délégitimer un discours. Quand on entend des termes, très rapidement, on va dire extrême droite, extrême gauche. On va parler de certains... Des fois, on entend Québec solidaire, qui est un parti communiste. J'écoutais Pierre Poilievre qui disait que le Parti libéral, le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement marxiste. J'entendais ça. Bien, évidemment, c'est des termes qui visent à délégitimer. Est-ce que ça veut dire que le terme n'existe pas, n'a pas sa validité? Bien non, le terme peut avoir sa validité. Moi, je ne l'ai pas choisi. Je me suis juste rendu compte, bien, dans la société, c'est ça le mot qu'on utilise. Donc, et jamais dans mon livre, on me dira si je me trompe, mais jamais dans mon livre, je n'utilise le terme pour me ridiculiser cette pensée-là. Au contraire, je la prends au sérieux, je l'écoute, je la cite, je la prends toujours au sérieux. Et puis, oui, en effet, il y a beaucoup de personnes woke qui défendent cette idéologie-là, qui disent « je ne suis pas woke, ça ne me représente pas le wokisme ». Eh bien, on pourrait poser la question, d'accord, mais quelle étiquette te représente dans ce cas-là? Et jamais on ne propose d'alternative. Parce qu'évidemment, ceux qui défendent ces idées-là, il y a un cadre de référence, c'est important de le dire, et puis ils défendent certaines idées précises, certaines idées politiques qui sont défendables, qui sont discutables, mais ça demeure des conceptions politiques, des conceptions idéologiques de la justice, de l'égalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu... c'est important de mettre une étiquette, parce que woke, c'est le bon terme, peut-être qu'il va changer au fil des années, des décennies, voire, mais à tout le moins, le mot met le doigt sur une réalité qui est observable, ça, c'est certain. Là. Dans votre livre, vous analysez 3 œuvres, 2 livres et un documentaire, et vous mentionnez que les 3 œuvres ont toutes reçu un accueil très favorable médiatiquement. Je ne sais pas si je parlais assez fort. C'est comme ça. En fait, on avait envie de savoir quel a été l'accueil en fait qu'on a réservé à votre livre. Est-ce que vous avez senti le même accueil parce que ça se situe dans le même débat ou une différence au niveau de l'accueil médiatique? Il faut bien comprendre que au Québec, et je m'en attriste, là, mais la vie des idées n'a pas une très, très grande place dans l'espace public, dans les médias traditionnels. Hein, on va pas peu parler des essais dans les médias. Si ils réussissent à se tailler une place, c'est exceptionnel. C'est vraiment en raison du sujet qui est chaud. Moi, mon sujet, la pensée woke, le mot woke... c'est clairement un mot vedette qui fait réagir. Ça, j'en suis totalement conscient. Et puis, mon livre a eu, somme toute, une belle réception médiatique, généralement positive. Par contre, ça a été positif par ceux qui étaient déjà d'accord avec moi. Donc, je savais que tel chroniqueur ou tel autre était déjà d'accord avec moi, et c'est eux autres qui ont parlé de mon livre.
ceux que je connaissais un peu, que je savais qu'ils étaient en désaccord avec les thèses dans mon livre, n'ont pas parlé de mon livre, tout simplement. C'est leur droit, soit dit en passant. Là. Et je leur en veux pas, mais je fais juste le remarquer. Et je tiens aussi à préciser que les 3 œuvres que je critique, de Judith Lucier, Fabrice Ville, Natacha Canapé-Fontaine, je suis entré en contact avec Judith Lucier et Fabrice Ville pour discuter de mon livre et de leurs œuvres. Et ils m'ont toujours répondu « Ah oui, je vais t'en reparler », puis finalement, ils m'en ont jamais reparlé. À nouveau, c'est dans leur droit tout à fait dans leur droit de ne pas répondre à l'appel. Par contre, je remarque que dans chacun de leurs livres, chacun de leurs œuvres, en fait, parce que Fabrice Ville, c'est un documentaire, ils appellent au dialogue, n'est-ce pas? Notamment dans le documentaire, je pense que vous avez fait un travail récemment sur ça. Fabrice Ville termine son documentaire en disant l'importance du dialogue en société, l'importance d'ouvrir le dialogue sur ces questions-là d'intégration, de racisme, de discrimination. 100% d'accord. Je crois, peut-être que c'est une prétention de ma part, mais je crois avoir répondu de manière honnête à ce qu'il disait. Parfois, j'étais en accord, parfois, j'étais critique, mais je pense que tout ça, c'est fait de manière honnête. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse de leur part. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans de dire « Oui, on veut le dialogue, mais finalement, on veut dialoguer avec des personnes qui pensent exactement comme nous. » Parce que vous remarquerez, quand on parle avec des gens qui pensent exactement comme nous, tout le monde s'entend bien. C'est-à-dire... Et je peux comprendre que ce sont des sujets sensibles, n'est-ce pas? Hein? Les questions en lien avec l'immigration, les questions d'intégration, les questions de racisme, les questions d'égalité, c'est des sujets très sensibles, des sujets sérieux, graves. Et donc, c'est très, très difficile d'aborder ces questions-là parce que ça peut déraper. Et il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent prendre prétexte, ça c'est certain, qui peuvent prendre prétexte de ces sujets-là pour justement avoir des propos discriminatoires, voire haineux. Ça, c'est certain. Mais c'est pas en se disant que si on aborde ce sujet-là, il y a peut-être des personnes malveillantes qui vont avoir des propos haineux. Donc, on n'en parle pas, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer en tant que société. Je pense qu'on est capable, et j'ai envie de dire surtout à l'école, surtout dans un cadre scolaire, comme au cégep, comme au secondaire, comme à l'université, si on est capable dans ces moments-là d'aborder ces sujets-là sensibles. Et pourtant, même si vous réfutez en quelque sorte ce que je dis, mais on a l'impression que c'est de plus en plus difficile à l'école d'aborder ces sujets-là. Mais je suis content de voir quand même que ici, vous avez 2 enseignants qui abordent ces enjeux-là et qui essaient de présenter différentes manières de les aborder. Donc, je trouve ça excellent. Bon, le wokisme est un phénomène difficile à saisir, vous en parliez, même difficile à nommer. C'est difficile de saisir qu'est-ce qui, dans la réalité, est la manifestation de cette chose-là, parce qu'en plus, souvent, les auteurs eux-mêmes ne se revendiquent pas de cette chose, on va l'appeler, de cette chose pour l'instant. Dans votre livre, vous dites que c'est une idéologie. Donc, ça, c'est assez clair. On avait envie de vous demander, c'est quoi pour vous une idéologie? Parce que c'est quand même un concept qui est polysémique en sciences humaines. Tous et toutes n'ont pas la même définition du mot. Et par la suite, en quoi le wokisme ou la pensée woke est une idéologie? Donc, oui, on peut s'enfarger dans les fleurs du tapis avec la question de l'idéologie. Je vais faire une définition, somme toute, assez simple. Quand je dis que c'est une idéologie, c'est ni positif ni négatif. C'est-à-dire un discours idéologique, un discours politique, c'est un regard particulier sur le monde. C'est un cadre de référence pour comprendre la réalité qui amène toute une série de concepts en fait avec lui. Hein. Donc, pensons justement à la question de l'égalité. Le wokisme ne verra pas comme étant fondamentale la question de l'inégalité financière, en quelque sorte. Hein? Au cœur de sa conception de l'égalité, ce sera l'égalité entre certains groupes raciaux, les genres, par exemple. Donc, ça va vraiment être leur lunette particulière, qui peut être bonne, qui peut être pas bonne, ça dépend de nous. Et on va redéfinir certaines, justement, conceptions de l'égalité. Traditionnellement, en fait, depuis quand même quelques décennies, la question, par exemple, de l'antiracisme, l'idéal de l'antiracisme, je vous dirais, en Occident, c'est Martin Luther King, quoi. C'est de dire,
je le cite de mémoire, là, mais mon rêve, c'est que mes enfants et mes petits-enfants soient jugés en fonction de la force de leur caractère et non en fonction de leur couleur de peau. Hein, c'était ça pendant, comme je vous dis, pendant quelques décennies, tout en sachant que on ne l'a pas atteint, mais c'était quand même ça qui était souhaitable. C'était ça notre objectif. Et là, soudainement, avec la question woke, avec le wokisme, on vient redéfinir cet idéal d'antiracisme, cet idéal d'égalité, et on nous dit non, non, non. Notre rêve d'égalité, c'est pas qu'on juge les gens pas en fonction de leur couleur de peau, c'est qu'on juge les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est ça qu'on nous dit maintenant. Pour donner quelques exemples concrets, ce qu'on appelle les chaires de recherche du Canada, qui est un organisme quand même assez important qui donne de l'argent, qui donne du financement dans les recherches au Canada, eh bien, tu es aujourd'hui obligé de démontrer que tu fais, que tu intègres ce qu'on appelle l'EDI, équité, diversité et inclusion. Donc, peu importe ton sujet de recherche, tu dois favoriser la diversité et l'inclusion. Et là, il y a eu une situation particulière à McGill. Un chercheur d'origine sud-asiatique, je ne me rappelle plus exactement du pays, qui, lui, avait dit, non, moi, je vais baser mes critères pour sélectionner mes étudiants pour la recherche, je vais le baser strictement sur le mérite, strictement sur le résultat. Et là, il est allé chercher ses meilleurs élèves. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, étant donné que tu as juste basé sur le mérite et non sur la diversité, donc sur la couleur de peau de tes étudiants et étudiantes, mais on va t'enlever ta bourse de financement de recherche qui était de 400 000 $. Donc, vous voyez, on enlève à l'université de plus en plus le critère de mérite pour remplacer celui de diversité. Ça peut être acceptable, ça peut être discutable. Moi, généralement, je vais m'opposer à cette idée-là. Dans tous les cas aussi, la question que je me pose, c'est qui a pris cette décision-là et est-ce qu'il y a eu une discussion démocratique sur le sujet? La question, évidemment, c'est non. On n'a jamais abordé ces questions-là lors d'une campagne électorale, par exemple, et pourtant, on le sait que ça fait réagir. Il y a un autre exemple que j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux. C'était un congrès du NPD, le parti... Nouveau Parti démocratique. Exactement, Nouveau Parti démocratique au fédéral. Où, donc, dans un congrès où est-ce que les membres sont invités à prendre la parole, on disait, bien, les membres de ceux qui font partie d'une minorité vont avoir un petit ticket jaune et les hommes blancs, eux autres, vont aller à l'arrière de la file. Donc, ils seront les derniers à prendre la parole, si le reste du temps en fait. Eh bien, je suis désolé, ça ne va pas de soi que ça, c'est une nouvelle conception acceptable de l'égalité et de la liberté d'expression. Donc, on s'éloigne drastiquement quand même du rêve de Martin Luther King. Donc, c'est le genre d'idées qui prennent de plus en plus de place dans l'espace public, sans que ça soit trop remis en question. On impose ces idées-là, cette idéologie-là, ce cadre de référence, cette conception de l'égalité, sans qu'on en parle réellement. Et pourtant, ça ne va pas de soi. Peut-être qu'après une discussion démocratique, on se rendrait compte, ah oui, c'est ça qui a du sens. Il n'y a pas eu la discussion démocratique et ça ne va pas de soi parce que depuis 50 ans, on ne pense pas la lutte au racisme ainsi. Là. Donc, il faudrait peut-être jouer carte sur table et parler de ces enjeux-là qui m'apparaissent importants à mon sens. Autre petit point, juste ça, la question de l'utilisation des mots sensibles. Qui a le droit de dire quoi, dans quelles circonstances? C'est des questions complexes. On ne peut pas juste dire « toi, tu n'as pas le droit, toi, tu as le droit », puis donner des cartes à nouveau. Là. Donc, c'est toujours des questions plus complexes qu'on pense, mais le wokisme tente, je pense, de simplifier le tout en disant « il y a des bons, il y a des gentils », alors que c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Piouf! Parce que là, comme on est 3 personnes blanches en avant, là. Bon. J'ai une question méthodologique. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est très difficile de cerner exactement ce que c'est le wokisme. OK, c'est un nouveau cadre de référence, mais ça part dans tous les sens. Ça touche plein de thèmes différents, plein de sujets différents. Pourquoi avoir choisi ces 3 œuvres-là et en quoi ces 3 œuvres-là, justement, vous semblaient propices pour parler de cette nouvelle idéologie-là? Donc oui, 3 œuvres différentes qui abordent la question de la liberté d'expression. Dans le cas de Judith Lucier, Fabrice Ville, la question du racisme et de l'intégration, et Natacha Cadonie-Fontaine, qui aborde davantage la question autochtone. Donc, 3 sujets
relativement différents. Et pourquoi ces œuvres-là? De un, le livre de Judith Lucier qui, je le disais tantôt, hein, les essais ont peu de place dans l'espace public. Et pourtant, le livre de Judith Lucier, elle a réussi à se faire inviter à Tout le monde en parle pour en parler il y a quelques années. Tout le monde en parle, c'est quand même une bonne tribune. C'est plus d'1 million de téléspectateurs généralement. Où est-ce qu'on peut parler de son livre? C'est quand même enviable. Et son livre était dans toutes les plateformes où elle est allée. On a toujours dit que son livre était pédagogique. Que son livre, si on veut, mettait les bases du débat, qui était en ce sens pédagogique, qui n'était pas biaisé. D'accord? Eh bien, la réponse, puis c'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'il était biaisé, son livre, ce qui n'est pas nécessairement un défaut. Mais ça veut dire quand je dis biaisé, ce que je veux dire, c'est que c'est un point de vue particulier sur le monde. Tout le monde a un point de vue particulier sur le monde, c'est bien correct. Il ne faut juste pas penser que notre point de vue, c'est le seul de valide, c'est le seul de pertinent. Donc ça, c'est la première chose. Et dans son livre, elle parlait à l'époque, c'était en quelle année? Son livre 2016, 2017, dans ce coin-là. On parlait à l'époque des Social Justice Warriors. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais anciennement, avant de parler des woke, on parlait des Social Justice Warriors. Et dans son livre, elle disait justement, elle s'identifiait en quelque sorte aux Social Justice Warriors. Elle disait que Fabrice Ville l'était, et Natacha Canapé-Fontaine. Donc, elle-même reconnaissait une forme d'unité à ces auteurs-là. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre les mêmes auteurs, mais je vais en faire une lecture différente. Et jamais je vais prétendre que mon livre est pédagogique. Hein? C'est-à-dire, je suis très heureux qu'on l'utilise dans un contexte pédagogique, mais il n'est pas pédagogique. En ce sens que c'est très clair que sur certains points, c'est-à-dire c'est un regard particulier. J'espère qu'il tend vers une certaine objectivité en ce sens que je me base sur des faits, je me base sur des citations, mais je suis très, très conscient que c'est un regard parmi tant d'autres, ce que, à mon sens, le camp adverse ne fait pas. Le camp adverse, à mon sens, Fabrice Ville, Judith Lucier et compagnie, prétendent que eux, leur point de vue sur le monde est celui qui est juste. Moi, ce que je dis, puis c'est comme ça que je termine mon livre, en fait, je dis, j'invite le lecteur, pas juste à lire mon livre, mais à aller voir les œuvres, à les lire, à les écouter, et après ça, se faire une idée par eux-mêmes sur la question. Et c'est comme ça, je pense, qu'on devrait fonctionner. C'est comme ça que vous fonctionnez dans votre classe, et j'en suis très heureux. Par contre, ça c'est important, je pense, le documentaire « Briser le code » a été présenté à Télé-Québec durant la COVID-19. Il y avait une émission qui s'appelait « Les suppléants » qui disait, ben, pendant que vos enfants sont à la maison, ils peuvent écouter telle émission. Donc, on présentait le documentaire de « Briser le code » comme vraiment un outil pédagogique. On prend ça un peu... on prend ça pour du cash, si on me permet l'expression. On croit ça, on remet pas trop ça en question. Moi-même, j'ai fait un travail à l'université sur ce documentaire où est-ce qu'il fallait pas vraiment le remettre en question les conclusions du documentaire et avoir un regard critique. Donc, trop souvent, justement, on dit « ceci est une vérité révélée ». Alors non, c'est discutable, c'est débattable. Et à mon sens, comme je l'ai montré à plusieurs endroits dans mon livre, à mon sens, il y a plusieurs affirmations qui sont tout simplement fausses dans le documentaire ou dans les livres. Là. Donc, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'eux ont un traitement privilégié, en quelque sorte. On parlait des médias tantôt, alors que mon livre n'en a pas, et ça ne me rend pas triste, pas du tout, que mon livre n'ait pas de traitement privilégié. Ce qui m'agace, par contre, c'est que les autres aient un traitement privilégié. Mm-hmm. OK. OK. Bon, il y a plusieurs personnes qui vont dire que les gens qui vont critiquer le wokisme vont justement aller sélectionner certains éléments qui sont, après tout, pas si importants que ça, qui sont marginaux, qui sont pas si intéressants, qui sont pas si centraux que ça, autrement dit. Juste pour agiter un peu, pour créer une panique morale. On entend souvent ce mot-là, la panique morale. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, en fait, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même quelque chose de très important qui ressort de ces choses-là qui sont quand même, qui pourraient être perçues par certaines personnes comme quand même anecdotiques? Il y a évidemment de l'anecdotique. Hein? Je parlais tantôt des réseaux sociaux. Je suis persuadé que vous êtes capable de trouver sur TikTok des gens, disons, peu conventionnels qui vont avoir des propos très étranges, qui ne vont pas de soi. Et là, on se dit, ah, vois-tu, ça, c'est la société. Ça, c'est la société d'aujourd'hui. Ça tombe dans l'anecdotique, c'est certain.
Et puis, souvent, moi, j'enseigne au secondaire, comme on l'a dit tantôt. J'ai beaucoup d'élèves qui ont l'impression, justement, en regardant les réseaux sociaux, de se dire « Ah, ben ça représente... » Pardon, ça représente la réalité. Et je cherche des personnes qui vont critiquer cette réalité-là. À mon sens, c'est une des raisons pourquoi des personnes comme Andrew Tate ont été très populaires dans les dernières années. Il avait peut-être déjà parlé, et qu'il est encore d'ailleurs. La réalité, évidemment, est plus nuancée. Par exemple, je ne sais pas, des fois, j'entends mes élèves qui disent, des élèves garçons qui me disent « Oui, monsieur, aujourd'hui, le féminisme, c'est détester les hommes. » C'est ça que j'ai vu sur TikTok. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a certaines femmes qui détestent en effet les hommes, mais l'immense majorité des femmes que tu vas croiser dans ta vie ne détesteront pas les hommes. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on t'a vu 3 personnes sur TikTok avoir des propos contre les hommes, que le féminisme est contre les hommes. C'est pas ça la réalité. Donc, oui, il y a de l'anecdotique, mais en même temps, il y a aussi des décisions institutionnelles. Tantôt, je parlais des chaires de recherche du Canada, le gouvernement, autrement dit, du Canada. Quand je parle du NPD, au fédéral, un parti au pouvoir, je donne des exemples de Google, de Nike, je donne différents exemples de l'ONF, de plein d'organisations différentes, publiques comme privées. Lorsque ce sont des décisions institutionnelles, publiques ou privées, ce ne sont jamais des anecdotes. Parce qu'une décision institutionnelle, justement, il y a quelque chose, normalement, de réfléchi, il y a un objectif à long terme derrière ça. Ce n'est jamais anecdotique, une décision institutionnelle. Et c'est pour ça que je me suis basé, sauf erreur, là, je ne me base jamais sur des anecdotes dans mon livre, mais sur des décisions institutionnelles, des décisions prises par des bureaux de ressources humaines, par exemple, qui ont licencié telle personne ou telle personne. Ce ne sont jamais des anecdotes, quoi. Mais pourtant, si je ne me trompe pas, Judith Lucier, Fabrice Ville, Natacha Canapé-Fontaine parlent souvent du point de vue de l'anecdote. Oui, tout à fait. En fait, le documentaire entier de Fabrice Ville, c'est essentiellement des anecdotes, c'est des témoignages. Ce qui peut avoir sa validité, soit dit en passant. Ce que je critiquais, par contre, dans mon livre, c'est de dire, ben, ce sont tous des témoignages toujours négatifs à l'égard du Québec, à l'égard du système d'intégration, alors que on pourrait trouver des témoignages totalement inverses. Donc, des personnes qui ont leurs difficultés dans la vie, évidemment, tout le monde a un peu les siennes, mais qui, globalement, est bien au Québec. Et malgré les difficultés qui sont améliorées, globalement, le Québec est une société, somme toute, égalitaire. Donc, ça, c'est certain. Je pense que c'est important aussi j'en parlais tantôt, de comprendre, et je pense qu'à l'âge adulte, hein, vous entrez à l'âge adulte, vous êtes des jeunes adultes, c'est de comprendre que, justement, notre point de vue sur le monde, il y en a d'autres qui ont l'exact opposé. Il y en a d'autres qui ont l'exact opposé. Donc, il faut prendre ça en considération. Et il faut se baser peut-être parfois justement sur des décisions institutionnelles, comme je le disais. Je veux dire, quand on nous dit que la société, dans le documentaire Fabrice Ville, exclut justement les immigrants, les minorités, je veux dire, le Québec a quand même des salons de l'emploi pour aider les immigrants à se trouver des emplois. Dans les centres de services, les commissions scolaires, comme on appelait il n'y a pas si longtemps, il y a des services de francisation, d'intégration. Je veux dire, il y a des services pour aider à l'intégration. Mais de dire que le Québec est une société, finalement, quand on lit Denis Lesbéchard dans « Quoi, je te salue », on a l'impression que le Québec est un État esclavagiste aux États-Unis, ça serait la même chose. Mais non, ça prend quand même un peu de nuance. Et c'est quand eux ne font pas de nuance, ça nourrit la polarisation aussi, parce que le commun des mortels le sait que finalement, le Québec, sans être parfait, finalement, c'est une société globalement égalitaire. Là. Sans être parfait, je le répète. Je reviens un peu sur le wokisme. C'est-à-dire, d'un côté, on a des gens qui ne se revendiquent pas du wokisme. Vous dites qu'il y a une idéologie qui oriente, une action, une façon de penser militante. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, dans votre cas, vous avez pris 3 œuvres en disant, voici des représentants du wokisme à leur façon, à travers des thèmes différents. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans une telle analyse critique de
transposer sa propre conception. Souvent, on va dire, ah, mais c'est une création. Le wokisme, c'est une création de la droite. On dit souvent ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque, dans une telle analyse, de faire une espèce de projection d'une interprétation subjective? Puis c'est toujours une question en sciences humaines qu'on se pose, c'est dans quelle mesure notre analyse, elle se rapproche d'une forme d'objectivité ou est-ce qu'on est en train de projeter notre propre expérience au monde? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé le plus possible de citer les auteurs en question. Donc, évidemment, est-ce que c'est un regard particulier que j'ai? Je le dis depuis le début, oui. Par contre, en citant textuellement les œuvres, c'est difficile quand même de dire purement, ton commentaire est purement subjectif, c'est purement ton opinion sur la chose. C'est-à-dire que je me suis quand même basé sur voici ce qu'ils disent, voici pourquoi, à mon sens, c'est faux. Donc, est-ce qu'il y a un peu de mon regard là-dedans? Oui, c'est certain, mais c'est un travail, comme je dis, qui tend vers une forme d'objectivité, en ce sens où la personne qui lit ça est capable de déterminer, est capable d'avoir un jugement critique sur les deux choses. Quand je raconte juste une expérience que je vis, c'est-à-dire, là, c'est purement subjectif, parce que la personne, elle ne l'a pas vécu. Je raconte ma fin de semaine, je raconte qu'il s'est passé telle ou telle chose. Mais là, c'est moi qui raconte ça. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de vidéo, etc. Donc ça serait purement subjectif. Mais là, j'essaie vraiment de dire, voici ce qu'ils disent, voici ce que j'ai dit. J'aurais aimé ça discuter avec les auteurs pour savoir, est-ce que tu es d'accord? J'imagine qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis dans mon livre, mais en quoi tu n'es pas d'accord avec ma critique? Est-ce que, selon toi, j'ai choisi des citations qui faisaient mon affaire ou je parle vraiment du fond? J'aurais été curieux, justement. Je pense que le public, en général, aurait gagné à entendre une telle discussion, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Vous parliez de camp adverse. Oui. Et même dans votre livre, vous mentionnez à un moment, il y a la pensée woke qui est l'idéologie dominante, et il y a ceux qui s'y opposent, l'espèce les libéraux, je dirais, universalistes. Est-ce que votre livre ne joue-t-il pas cette polarisation qu'on constate actuellement? C'est-à-dire, est-ce que, dans le fond, le livre ne nous pousse pas à choisir entre deux camps? Parce qu'à mon avis, il y a plus que deux camps. C'est ça un des problèmes des sociétés contemporaines, c'est de dire il y a deux camps, il faut choisir. C'est un peu le bien et le mal. Donc, est-ce que votre livre ne fait-il pas ça? Ou si non, j'imagine que vous allez dire non. Mais dans quelle mesure il ne ferait pas ça, en fait? La polarisation. C'est quelque chose d'inquiétant. On le voit... En fait, on le voit chaque jour. C'est-à-dire que la joute politique, la joute orale, les débats, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça devient un jeu en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire, justement, on va faire les blancs contre les gentils, les bleus contre les rouges. Et là, on essaie de tout faire pour gagner l'argument. Je peux comprendre que ça peut être... un sentiment grisant de gagner un argument. Et j'ai eu évidemment du plaisir aussi en écrivant le livre. C'est-à-dire, je pense que ce sont des enjeux qui sont importants, mais il y a aussi un plaisir intellectuel à analyser des œuvres, à en discuter, à écrire dessus, ça c'est certain. À mon sens, je ne participe pas à cette polarisation-là, en ce sens où j'essaie d'aborder les choses avec nuance. C'est-à-dire que, justement, les auteurs, généralement, ils pointent des choses qui sont importantes, pertinentes. Le sort des Autochtones, au Québec, au Canada, c'est pas jojo, quoi. Et ça, à mon sens, c'est des enjeux importants qui méritent d'être discutés. Mais lorsqu'ils sont abordés, de la manière dont c'est abordé dans le livre, en disant finalement que eux autres disent que c'est le bien contre le mal, ben moi, je dis l'exact inverse, c'est-à-dire que la situation est quand même souvent plus complexe que le bien contre le mal. Ça peut arriver des situations dans la vie où c'est le bien contre le mal. C'est quand même rare. C'est quand même rare. Surtout sur la scène... dans l'espace médiatique public, là, je veux dire, ceux qui prennent position, je veux dire, on peut les prendre au sérieux et tenir pour acquis quand même qu'ils ont quand même de bonnes intentions.
et pas nécessairement de projeter des mauvaises intentions sur les personnes avec qui on discute. Ça, c'est certain. Donc, je pense que c'est en ce sens-là que j'essaie de diminuer la polarisation, notamment, justement, ne sélectionnant pas des anecdotes qui seraient faciles à trouver. Hein. Pour n'importe quel camp, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas sur Internet, là, des gens à gauche comme à droite, là, c'est assez facile de trouver des coucous. C'est vraiment facile. Donc, on essaie de mettre ça de côté, puis on regarde finalement, OK, institutionnellement, qu'est-ce qu'on fait? Puis les essayistes, les auteurs, les intellectuels, qu'est-ce qu'ils disent? On essaie de prendre ça au sérieux. Puis c'est comme ça que je pense qu'on alimente le débat sainement. Est-ce que, suite à ça, est-ce que le fait de débattre plus des personnes que des idées, moi, c'est quelque chose que je constate. Souvent, on range les personnes dans des camps, oui. Plus que de débattre des idées. C'est-à-dire, par exemple, la question du racisme, on va dire les racistes, les antiracistes, alors qu'on peut débattre d'une idée. C'est quoi le racisme? C'est quoi l'antiracisme? Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, d'une façon de dépolariser, justement, les enjeux politiques et sociaux? C'est une des choses qu'on peut lire, qu'on peut écouter dans le documentaire de Fabrice Ville. Et dans le wokisme, il y a cette idée-là qui revient souvent, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui seraient réservés à certaines catégories de personnes. Par exemple, des fois, on entend la question de l'avortement aux États-Unis. On va dire les hommes n'ont pas à parler de ce sujet-là. C'est une affaire de femmes. Ça, on peut quand même s'entendre sur ça, mais je veux dire, ce sont des droits qui concernent tout le monde. Après ça, est-ce que la décision finale revient à la femme? Évidemment, c'est pas ça la question. Mais c'est-à-dire, lorsqu'on parle de droits, on vit en démocratie où est-ce que tout le monde est appelé à discuter, à aborder ces questions-là. Soit dit en passant, il y a des hommes qui sont pour l'avortement, tu as des femmes qui sont contre l'avortement. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Donc, tout le monde est invité dans le débat. Des fois, on entend les questions de racisme, les questions d'intégration, comme Fabrice Ville en parle. Ah, ben, si tu es blanc, tu n'as pas le droit d'en parler. Je veux dire, ce sont des... Tout le monde peut aborder ces questions-là. Tout le monde peut en parler. Ce sont des choses qui sont objectives. On peut regarder la société, on peut regarder des statistiques, on peut regarder une anecdote, peu importe, on peut en discuter. Après ça, on peut être en accord ou en désaccord, mais tout le monde peut aborder ça. Mais quand on commence à dire tel groupe a le droit d'en parler, tel groupe n'a pas le droit d'en parler, bien évidemment, ça polarise la société parce que, justement, il y en a qui ont un droit de parole puis d'autres n'en ont pas. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, à mon sens, en démocratie. OK, ça m'amène à une question qui, là, je vais mettre vraiment mon chapeau de sociologue, oui. Qui est centrale, disons, dans la raison pour laquelle, en fait, je pense qu'on a mis votre œuvre au programme et on a forcé nos étudiants à le lire. C'est la question du commun. Comment, dans ces circonstances-là, où vous aviez dit tantôt qu'il fallait qu'on puisse avoir une discussion collective sur comment on traite, par exemple, toutes les questions d'égalité ou sur la façon dont les droits des uns vont s'ajuster aux droits des autres. Dans toute cette perspective woke-là, par exemple, on donne beaucoup de place aux voix des minorités, aux préoccupations des minorités. Vous avez dit qu'effectivement, c'est des préoccupations qui sont légitimes. Mais maintenant, comment on fait du commun avec tout ça si on n'arrive pas à dialoguer, on n'arrive pas justement à laisser parler aussi les personnes de la majorité parce que les droits des uns vont nécessairement jouer sur les droits des autres? Mm-hmm. La question du commun, à mon sens, est fondamentale. Elle m'obsède, en fait, cette question-là, parce que on vit dans une société de plus en plus diversifiée, n'est-ce pas? Donc, le Québec, il y a des gens de différentes langues, de différentes religions, de différentes origines, de différents âges, évidemment. Et puis, donc ça, c'est un fait, c'est difficilement discutable. Et là, on se dit, OK, mais on doit vivre en société, tout le monde. On doit vivre en société, on paye des impôts pour notre voisin, pour notre voisine. Donc, il faut qu'on se rejoigne sur un élément, sur au moins un élément. Et d'ailleurs, on pourrait parler spécifiquement aussi des réseaux sociaux qui ne favorisent pas, nuisent au commun, à mon sens, notamment les algorithmes. On n'est pas si... moi, j'ai 30 ans. On n'est pas si loin que ça, moi et vos étudiants en âge. Mais je suis convaincu que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est totalement différent. Moi, je parle à mes élèves qui ont 15 ans.
on dirait qu'on vit sur deux planètes totalement différentes. Moi, mon grand-père, Santa Rosa, qui est d'Italie, qui est arrivé au Québec dans les années 60, qui s'est installé en région, donc en Estrie. D'accord? Si tu t'installes, si tu es un Italien qui s'installe en Estrie dans les années 60, tu n'as pas accès à tes postes de télévision de l'Italie, tu n'as pas accès à tes journaux d'Italie, à la radio d'Italie. Tu es forcé, en quelque sorte, par la force des choses, tu vas écouter. Tu vas écouter Le Canadien le samedi soir. Tu vas écouter, il n'y avait pas beaucoup de postes aussi à l'époque, hein, vraiment pas beaucoup. Donc, tu regardes ce qu'il y a. Tu regardes ce qu'il y a, en quelque sorte. Et évidemment, il y a du commun qui se crée à cause de ça. C'est certain. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui unit mes élèves de 15 ans, moi qui ai 30, vos enseignants vos professeurs qui sont un peu plus vieux que moi, mes parents, mes grands-parents, vos grands-parents? Qu'est-ce qui nous unit dans tout ça, dans toute cette diversité-là? Parce que la diversité, c'est bien beau, mais où est le commun? Où est-ce qu'on fait société? Hein? C'est un réel enjeu, c'est un réel enjeu. Imaginez un groupe où il n'y a aucun commun. Personne ne s'entend sur quoi que ce soit. Ben non, il faut s'entendre sur un minimum. Et là, il y a une opposition, d'ailleurs, franche entre le Canada et le Québec là-dessus. C'est-à-dire qu'au Canada, il y a une conception, ce qu'on appelle le multiculturalisme. Hein? C'est-à-dire que un Canadien, ça n'existe presque pas, en fait, au Canada. Hein? C'est-à-dire que tu vas toujours être un Arabo-Canadien, un Sino-Canadien, un Afro-Canadien. Donc, tu vas toujours avoir un lien avec ton origine, c'est correct, mais il n'y a pas vraiment d'identité nationale canadienne. Au Québec, historiquement, on a décidé autre chose. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une diversité de personnes, une diversité d'origine, c'est bien beau, tout le monde peut garder cette partie-là d'eux-mêmes, mais en même temps, tout le monde est québécois, peu importe son origine, du moment qu'il arrive au Québec, qu'il accepte les règles communes, en quelque sorte, il devient québécois. Et c'est comme ça qu'on trouve du commun en société. Et un des éléments fondamentaux de ce commun en société, c'est notamment la langue française au Québec. C'est-à-dire, et la langue a ceci de particulier, et c'est en ce sens-là qu'elle est universelle, ou du moins qu'elle peut devenir universelle, la langue, parce que tout le monde peut apprendre le français. Tout le monde peut apprendre le français sans exception. Mon grand-père, quand il est arrivé au Québec, il ne connaissait pas un mot de français. Aujourd'hui, il parle français très, très bien, quotidiennement. Voilà. Tout le monde peut devenir québécois, tout le monde peut devenir francophone, et c'est autour de ça, d'une culture commune, d'une langue commune, qu'on peut avoir du commun. Donc, d'arrêter de mettre tout le monde dans des cases de toi, c'est ça ton identité, toi, c'est ça ton identité. Non, on va essayer d'aller chercher une identité commune, inclusive, comme l'identité québécoise, une identité culturelle, une identité linguistique, pas une identité raciale. C'est-à-dire que une identité raciale, tout le monde, quelqu'un ne deviendra pas blanc, quelqu'un ne deviendra pas noir. Mais tout le monde peut devenir québécois, par contre. Donc, je pense que c'est là-dessus, dans une société diversifiée, ça, par contre, on devrait se concentrer. J'ai pas l'impression que le wokisme se dit on va se concentrer sur nos ressemblances. J'ai l'impression qu'ils se disent beaucoup plus on va se concentrer sur nos différences. Se concentrer sur nos ressemblances, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'individualité, évidemment, là, mais c'est quand même de se concentrer. OK, il y a des choses qui nous unissent, des choses qui font en sorte qu'on forme une société tous ensemble. Et je pense que c'est là que ça devient important. L'identité nationale, tout le monde peut devenir québécois. Au Canada, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité canadienne où est-ce que tout le monde peut se retrouver dans la même identité, justement. Là. OK. Mais je vois justement dans l'analyse que vous faites du wokisme, mais toujours l'idée de, dans la position des personnes qui vont se sentir, par exemple, minorisées, discriminées, et ainsi de suite, l'idée que l'identité nationale, l'identité commune, vient leur enlever quelque chose et vient les déposséder de leur authenticité, de leur identité individuelle. Donc, il y a comme une difficulté à accepter qu'il faut négocier le commun, puis que toute personne qui négocie le commun doit laisser tomber des morceaux de son identité. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer d'origine ethnique, mais par exemple, on peut changer d'identité de genre, mettons. On peut choisir de changer ça. Mais ça veut dire aussi que, ce faisant, on va privilégier, on va favoriser et on va mettre le focus entièrement sur son identité individuelle, beaucoup plus que sur une quelconque identité collective, là.
on est toujours dans ce problème-là de comment on fait du commun avec cette tension-là toujours entre la recherche de plus en plus de se former une identité à soi. C'est un avatar, quasiment, j'ai Oui. envie de dire, versus une identité nationale. Ça appuie la cote, une identité nationale. Là. Oui, malheureusement, à mon sens. Là, mais oui, on veut être sur les réseaux sociaux et être très particulier, très un individu unique. On aime ça. Nos parents nous disent « Ah oui, t'es donc bien spécial. » On n'est pas si spécial que ça, premièrement. Là. On n'est pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup... on a beaucoup en commun avec les autres personnes. Et je peux comprendre, surtout que lorsqu'on est jeune, on essaie de se démarquer en quelque sorte. On veut sortir du lot, c'est tout à fait compréhensible. Mais on peut sortir du lot tout en réalisant qu'on fait partie d'une communauté plus large que soi. Et oui, on a de la difficulté à mettre de côté un peu son individualité. Mais dans tous les groupes, pour ceux qui sont dans une équipe sportive, par exemple, une troupe de danse, une troupe de théâtre, peu importe, vous avez vos petites habitudes. Vous allez les mettre un peu de côté. Si vous vivez en colocation, vivre en colocation, tout le monde dit c'est pas facile. Moi, j'ai vu énormément les meilleurs amis du monde, là, un an après, là, ça se parlait plus, c'était en chicane. Pourquoi? Parce que on vit en commun, faut mettre une partie de soi de côté. C'est ça, vivre en société, c'est mettre une partie de soi de côté. Après ça, ce qui est des parties de soi que c'est intolérable, qu'on ne peut pas mettre de côté, ça se pourrait. Dans ce temps-là, tu changes de coloc. Mais bon, mais c'est ça la réalité quand même. C'est-à-dire que tu dois mettre une partie de toi de côté. C'est ça, vivre en société. Et c'est difficile. C'est difficile, c'est certain. Est-ce qu'il y a un migrant qui vient d'arriver au Québec, évidemment, qu'il faudra peut-être avoir un effort d'adaptation supplémentaire. Sans doute. En même temps, la société développe des moyens pour les aider. Mais j'en conviens. Mais sur le principe lui-même de dire est-ce que les individus doivent fournir des efforts pour s'adapter à la société, la réponse est évidemment oui. Et ça, c'est vrai pour tous les individus de la société, qu'ils soient nés au Québec, qu'ils soient nés ailleurs ou que leurs ancêtres proviennent de la Nouvelle-France. C'est le même principe pour tout le monde. Il y a, dans tous les thèmes qui sont traités, disons, par cette idéologie woke, qui sont beaucoup reprises aussi par la gauche, on parle beaucoup justement là, de racisme, d'inégalité. On ne parle jamais de la question des classes sociales qui était pourtant fondamentale dans toutes les approches de gauche où on voulait justement, on visait une égalité d'accès à tout le monde en ce qui a trait justement là, aux conditions socio-économiques et ainsi de suite. C'est disparu où, ça? Pourquoi on ne parle plus jamais des classes sociales? C'est sûr qu'il faut se poser la question. Le wokisme se prétend révolutionnaire, prétend changer le monde. Je le cite dans le livre. On veut changer le monde, on est révolutionnaire. Et pourtant, des entreprises comme Google, Nike, Adidas et compagnie se mettent derrière cette idéologie-là. Il serait quand même étonnant que Google prépare une révolution égalitaire. Ça serait quand même, oui, je veux dire, c'est possible. Disons que je ne crois pas à cette thèse-là. Ça serait fortement étonnant. Donc oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler sans cesse de privilèges, notamment, et beaucoup de privilèges en lien avec la couleur de la peau. On va parler de privilèges blancs. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu ça. D'ailleurs, on a une drôle de conception du mot privilège. C'est-à-dire que, par exemple, on va lire, ça je les cite aussi dans le livre, de dire, donc, si un jeune homme noir se fait arrêter par la police de manière injuste, évidemment, c'est une discrimination, mais on dit, oui, mais toi, David, tu ne te feras jamais arrêter par la police en raison de ta couleur de peau, c'est la preuve de ton privilège blanc. Bien, la réponse, c'est, ce n'est pas un privilège de se faire respecter ses droits. C'est ça, un droit, par définition, tout le monde, ce n'est pas un privilège. Si on a une conception du droit en tant que privilège, on a une mauvaise conception du droit. Donc, de se faire respecter ses droits, c'est justement, les gens sont obligés de respecter vos droits. C'est pas un privilège, c'est pas un traitement particulier. Cela dit, ça ne veut pas dire que la discrimination est acceptable pour autant. La discrimination est évidemment inacceptable, intolérable. Dans une société comme le Québec, c'est tout simplement dégueulasse. Mais il faut faire attention là-dessus. Et ça c'est important de revenir là-dessus, d'ailleurs. Il
la gauche traditionnelle fondait la justice sociale en se disant, ben écoutez, c'était grosso modo ça le discours, OK? C'est-à-dire, tu sais, dans la vie, on vit, on est dans une certaine situation, puis il y a certaines situations qui sont plus faciles que d'autres. Tu sais, si vous naissez dans une famille qui a de l'argent, vous avez deux parents aimants qui vous donnent du temps, qui vous aident dans vos études, c'est certain que ça va vous aider dans la vie. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr que tu vas réussir et que la personne qui n'a pas ces avantages-là, en quelque sorte, ne va pas réussir? C'est pas ça que je vous dis. Mais globalement, ça va t'aider. Et on avait le sentiment de se dire, ben écoutez, il faut qu'il y ait une forme d'empathie, il faut qu'il y ait une forme de solidarité sociale, de se dire, ben c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, on va aider les familles qui ont plus de difficultés. Donc, notamment, l'école qui est gratuite, qui n'est pas tout à fait gratuite, mais l'idée de gratuité scolaire, l'assurance maladie, par exemple. Donc, c'était ça l'idée. C'était de se dire, regarde, on serre les coudes, c'est pas tout le monde qui l'a aussi facile. Aujourd'hui, en mettant l'idée de privilège de l'avant, c'est de se dire, on va jouer sur le ressentiment des gens. On va pas dire, hey, on serre les coudes, tout le monde, on est ensemble là-dedans, puis on serre les uns les autres. On va dire, sens-toi mal que tu aies des parents aimants, que tu aies deux parents qui t'ont aidé, qui t'ont amené dans des musées, qui t'ont mis dans une école privée, etc. C'est pas comme ça qu'on crée du commun à nouveau, de la solidarité sociale. C'est pas en ce que les gens se sentent mal. De se dire, je me sens mal d'avoir fait ça, je me sens mal que mes parents m'aient aidé dans ma vie. Mais non. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de se dire, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, puis on va essayer de les aider en faisant tel ou tel programme. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est pas en jouant sur le ressentiment des gens. C'est rare qu'on va voir un avancée à ça. Et donc ça, c'est une des choses. Puis aussi, justement, on a mis la couleur de la peau, on a mis le genre de l'avant, puis le côté, tout ce qui est en lien avec l'argent, on l'a mis un peu de côté. Puis là, on peut se poser la question, qui a le plus d'avantages dans la vie, la fille de Grégory Charles ou le fils d'une coiffeuse de La Tuque? Hein? C'est-à-dire que, évidemment, la fille de Grégory Charles, beaucoup d'argent, je ne connais pas sa situation particulière, là, mais on peut quand même s'imaginer beaucoup d'argent, éduqué. Charles, c'est un gars curieux. Je suis persuadé que sa fille va avoir un bon bagage culturel. Une fille, le fils d'une coiffeuse à La Tuque, probablement, je généralise ici, hein, évidemment, c'est un portrait que je dresse, là, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement comme ça. Probablement moins de transmission culturelle, moins d'argent, moins de possibilités de voyager, etc. Mais c'est-à-dire que le privilège ici, l'avantage, est beaucoup plus en lien avec le statut médiatique public et l'argent que simplement la couleur de la peau. Mm-hmm. Et après ça, on pourrait dire, oui, mais monsieur, il est vrai quand même que dans la société, en général, par exemple, il y a certaines populations qui font en moyenne des salaires moins élevés. Et c'est vrai. Mais si on décide d'aider les gens, en fonction de leur salaire, le salaire des parents, par exemple, ce qu'on faisait traditionnellement, bien, les populations, les groupes qui sont moins favorisés vont être plus aidés nécessairement parce que cette mesure-là va plus les toucher. Donc, l'idée de dire on va aider les gens, on va favoriser l'égalité en fonction du salaire des parents, comme on le faisait traditionnellement, ça a beaucoup plus de chances d'aider la population. Les populations qui en ont le besoin, plutôt que de simplement dire vous sentez-vous mal d'avoir eu ce privilège, mais on n'en fait rien après ça, absolument rien. C'était l'idée aussi derrière les programmes universels. C'est-à-dire, on disait on va mettre l'école gratuite, bon, ce qui n'a pas tout à fait été le cas, mais l'idée était là, c'est-à-dire on va mettre l'école gratuite pour que tous puissent avoir accès à l'éducation, quel que soit ouais. Oui, et j'ajouterais, ce sont des mesures relativement radicales qu'on y pense. Tu sais, l'école gratuite, l'assurance maladie, c'est quand même assez radical comme idée, et pourtant, ça s'est bien intégré dans la société. Ça a fait de sa place, somme toute, facilement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est universel, on va aider tout le monde, tout le monde est dans le même bateau. Mais quand on voit des aides spécifiques pour tel groupe racial, par exemple, ben, les gens grimpent d'un rideau parce que justement, on n'a pas l'impression qu'on aide tout le monde, puis là, il y a un traitement privilégié, puis il y a plein de problèmes. Donc, on peut se poser la question à nouveau là-dessus,
qu'est-ce qui a eu le plus d'effet là-dedans, finalement? C'est-à-dire, on va juger l'arbre à ses fruits, en quelque sorte. Hein. Est-ce que cette idéologie woke qui trie les gens en fonction de leur couleur de peau et qui va aider les gens, qui les aide même pas, en fait, au final, mais qui prétend aider les gens en fonction de leur couleur de peau, est-ce que ça va créer beaucoup de fruits, tout ça? Ben, j'ai hâte de voir. J'ai pas l'impression. En fait, je suis convaincu du contraire. Ça va même... Et ça, il y a beaucoup d'études là-dessus. J'ai fait une étude assez poussée là-dessus, là. L'idéologie woke en éducation nuit les étudiants qu'ils prétendent aider, à mon sens, mais ça sera pour une autre présentation. Oui, j'ai l'impression qu'on sait ça. Les fruits, c'est plus les raisins de la colère aussi, et du ressentiment des autres envers les minorités. J'aurais juste envie de rajouter, ce sont des idées tellement radicales qu'elles sont toutes remises en question aujourd'hui. L'éducation accessible à tous, gratuite, la santé gratuite, tous les programmes universels sont un peu remis en question. Mais c'est une autre question. C'est-à-dire que dans une société où il y a de moins en moins de communs, et ça, je veux dire, c'est quand même c'est seulement discutable, là, le fait qu'il y ait de moins en moins de communs, pourquoi je paierais pour mon voisin? C'est-à-dire, si je partage absolument rien avec mon voisin, pourquoi on se serrait les coudes? Hein? C'est-à-dire que, banalement, là, on va beaucoup plus aider nos amis, notre famille qu'un étranger. Ce qui est tout à fait acceptable, c'est normal. Là. Je veux dire, je vais plus aider ma mère qui est en détresse qu'un peu inconnu. Bien, du point de vue de la société, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on partage certaines choses dans la société, on va vouloir s'entraider beaucoup plus que si on partage absolument rien. Deux petites dernières questions, dont une qui n'était pas prévue. Mais en même temps, j'écoute, puis dans votre livre, vous mettez une citation de Karl Marx, quand même. Oui. Donc, que je peux lire. C'est une citation célèbre. Karl Marx qui disait « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. » Donc, et le chapitre qui suit, c'est de montrer que la pensée woke est l'idéologie dominante actuelle. Pour ma part, la classe dominante, c'est pas le professeur d'université. C'est une élite mondiale ultra riche, multimilliardaire, qui sera probablement même pas touchée par les réchauffements climatiques. C'est-à-dire ils vont aller où ils veulent sur la planète, là où il va faire beau. Qui ne seront pas touchés par l'augmentation des coûts de ce qu'on veut. Qui vont pouvoir s'acheter leur 25 Porsche. Mais c'est ça quand même. Donc, mais ce n'est pas une question qui est abordée dans votre livre, la classe dominante. Ben, ou du moins, elle est abordée, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. C'est-à-dire, pour ma part, j'ai l'impression que c'est manquer la classe dominante, un peu de dire que les universités, le gouvernement fédéral ou la classe dominante, elle est mondiale, elle se constitue mondialement. Puis d'ailleurs, toute la gauche des années 90-2000 essayait de critiquer justement à travers le mouvement altermondialiste, toute ça, cette mouvance-là, essayait de critiquer la mise en place d'organisations internationales qui permettaient à cette classe dominante-là mondiale ou internationale d'acquérir un pouvoir politique. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ce propos. Je cite quand même certaines multinationales, comme je le disais, Nike et Google. Quand je parle puis d'ailleurs, pourquoi je cite Karl Marx, on l'aurait peut-être compris, c'est-à-dire un des auteurs forts de la gauche, que je cite un peu pour dire à la gauche woke que finalement, elle fait partie de la classe dominante maintenant. Là, vous avez peut-être compris le petit clin d'œil. C'est-à-dire que quand je parle de dominante, je dis vraiment une pensée qui s'impose à d'autres, qui agit en maître sur une autre. Et c'est pour ça que je parle des chaires de recherche du Canada, c'est-à-dire qu'elles imposent une certaine idéologie, elles obligent de dire vous devez suivre certaines lignes de pensée en quelque sorte. Et ça, d'ailleurs, ça a été décrié par beaucoup de profs d'université aussi. Hein. C'est-à-dire, je pense que c'est l'année dernière, il y a quelque chose comme 900 profs d'université qui ont signé une lettre collective pour dire l'imposition d'une certaine idéologie par les chaires de recherche du Canada, ça n'a pas de sens, ça nuit à notre liberté universitaire. Oui. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire. Et c'est une pensée dominante, en ce sens que, justement, elle impose les règles du jeu. Et parce que souvent, eux autres, dans leurs œuvres, ils vont dire justement qu'au Québec, c'est par exemple le nationalisme qui est la pensée dominante. C'est quand même rare qu'on voit quelqu'un perdre son emploi parce qu'il n'a pas fêté la Saint-Jean-Baptiste comme il faut. C'est-à-dire que, par contre, on a vu des gens perdre leur emploi parce qu'ils n'étaient pas suffisamment woke, parce qu'ils n'avaient pas certaines idées, parce qu'ils ont dit tel mot à tel autre moment,
au mauvais moment. Mais des gens qui ne sont pas assez nationalistes, qui ne sont pas indépendantistes, par exemple, ou peu importe, personne qui perd sa job à cause de ça au Québec. C'est jamais arrivé. Donc, c'est pour ça que c'est une idéologie majoritaire, peut-être, parce que je pense pas que le wokisme est majoritaire dans la population. Loin de là, même. Mais c'est une minorité qui impose ses idées à d'autres, qui donne des formations, pour le moins curieuses, à mon sens, qui sont, j'en parle un peu dans le livre, là, qui sont contre-productives, qui sont parfois objectivement fausses. Mais bon, c'est ça. Donc, quand oui, peut-être que j'aurais pu plus parler vraiment de la classe dominante et non pas seulement de la pensée dominante. C'est peut-être ça la nuance qui aurait été à faire. Comme dernière question, votre livre, je pense que votre objectif, c'était de vous inscrire dans le débat public québécois. Ça serait un peu ça. Qu'est-ce que vous espériez en écrivant ce livre? Est-ce que vous pensez que votre livre permet de sortir de cette polarisation? Est-ce qu'il permet de rentrer davantage dans une conception politique des rapports sociaux? On peut revenir à la question du commun. Donc, dans quelle mesure votre livre permet d'entrer dans ce débat public de l'accès au commun? Ma réponse sera d'une humilité désarmante, c'est-à-dire mon livre n'aura pas beaucoup d'effets globalement. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que ce sont de petits efforts individuels, malheureusement, qui vont mener à quelque chose peut-être de collectif, des initiatives individuelles qui vont rendre un dialogue possible sur des questions sensibles. Mon dernier chapitre, vraiment le lexique, qui porte sur justement le dialogue impossible. Mm-hmm. On vit en démocratie. S'il y a bien une chose qui est importante, c'est le dialogue, n'est-ce pas? Et le dialogue apparaît de plus en plus compliqué pour plusieurs. Ce qu'il l'est, c'est une autre question, mais il apparaît de plus en plus compliqué. Donc, on se polarise. Sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Hein? On suit des gens avec qui on est en accord. Donc, on nous projette toujours le même discours qui nous conforte dans nos positions. C'est les règles du jeu en quelque sorte. Et mon livre force en quelque sorte à voir, OK, il y a deux positions. Il y a deux positions qui sont présentées. On est, je pense, en quelque sorte forcé de prendre position ou du moins de réfléchir de manière critique aux deux et de les comparer, veut pas. Donc, je pense que c'est en ce sens-là qu'il favorise le dialogue. Je pense que c'est important de dialoguer avec nos opposants politiques et des personnes qui sont en désaccord avec nous, mais c'est quand même très rare que ça arrive, malheureusement, en société. Ce serait le rôle des médias, je pense, d'organiser davantage de mise en situation, de panels où des gens différentes, qui ont différentes perspectives qui, non pas s'affrontent, mais dialoguent sur ces questions-là. Malheureusement, ça arrive très, très peu souvent. Surtout au Québec, on est une société relativement consensuelle, j'ai l'impression. Mais oui, c'est un apprentissage qui va être à faire dans les prochaines années. Sinon, c'est même Barack Obama qui disait, il faut être capable de se parler dans des sociétés qui sont de plus en plus diversifiées. C'est la première fois qu'on essaie ça sur le plan historique, là, aussi diversifié, autant de personnes. Il y a un réel enjeu. Là. C'est Barack Obama qui le disait. Là, il y a un enjeu de survie de la démocratie. Là. C'est pas rien. Là. Quand même, sur cet appel au dialogue, en fait, ça tombe bien. Je vous amène peut-être vous-même à venir poser des questions, M. Santa Rosa, si vous avez besoin d'explications, questions supplémentaires, peu importe. Toute question est la bienvenue au micro. Vous avez seulement à vous avancer. Le micro est là. Oui, donc je me demandais si vous avez eu peur par rapport à votre emploi. Je sais que vous avez mentionné que vous n'avez pas l'impression que votre livre allait faire un grand impact, mais je me demandais si vous aviez peur par rapport peut-être un renvoi ou des jugements par rapport à ce que vous avez écrit dans votre livre. Donc, très bonne question, merci. Donc, j'aborde, c'est des sujets sensibles dans le livre et il y a des personnes qui sont méritées un licenciement. Est-ce que j'ai eu peur? Ça ne m'a pas empêché de dormir la nuit. J'avais confiance que si tu abordes ces questions-là de manière intelligente, peut-être je manque d'humilité, mais intelligente, nuancée, qu'on prend les gens au sérieux, qu'on les prend pas pour des niaiseux, je pense qu'on est capable d'aborder ces questions-là, en fait. Mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent si j'aborde cet enjeu-là, je vais me faire insulter, je vais me faire canceller.
Des fois, ces peurs-là sont davantage dans notre tête que dans la réalité, même si c'est vrai que ça arrive. Il y a surtout des enseignants, des professeurs qui ont reçu ça, mais tout peut se dire, tout peut se faire, mais ça prend du courage, comme vous le faites, d'être venu poser la question. Vous, dans le fond, vous êtes né au Québec. Mm-hmm. Du coup, j'avais une question. Dans votre critique sur le documentaire, vous avez dit que les immigrants, justement, qui disaient leur opinion puis qui racontaient ce qu'ils avaient vécu, mais vous avez dit qu'ils pouvaient exagérer la chose parce que, dans le fond, c'était des personnes qui travaillaient pour le gouvernement ou, qu'ils étaient choisis spécifiquement. Mais comme vous n'êtes pas immigrant, comment vous pouvez savoir que ces personnes-là exagèrent? Donc, je n'ai pas dit que les gens exagéraient. Ben, plusieurs choses. Quand on raconte une anecdote, évidemment qu'il y a la possibilité d'exagérer. Ça va de soi. Ça, c'est d'un. Peu importe l'anecdote. De deux, ce sont des personnes, et je le montre dans le livre, ce sont des gens militants qui tentent de nous convaincre de certaines choses. Ce qui est tout à fait acceptable. Vous avez le droit de nous convaincre de ce que vous voulez. Mais est-ce que Fabriceville a joué franc jeu? La réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'il aurait pu aussi inviter différentes personnes qui auraient eu un regard différent sur leur processus d'immigration au Québec, sur leur processus d'intégration. Mais je le dis noir sur blanc dans le livre, c'est-à-dire que ces personnes immigrantes, ils ont probablement vécu ce qu'ils ont vécu. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que ça caractérise fondamentalement le Québec? C'est une toute autre question. Et à savoir, est-ce que Fabriceville c'était représentatif ce qu'il a montré? La réponse est évidemment non, parce qu'il n'a pas invité des gens de divers horizons avec différents points de vue sur la chose. Là. Et pour dire qu'ils exagèrent, est-ce que vous avez demandé à d'autres immigrants? Parce que, personnellement, en tant qu'immigrante, je suis blanche, OK? Mais je suis quand même française. Puis vous avez dit que les Québécois n'étaient pas racistes, ce qui est complètement faux. Ben, en tout cas, pas tous, mais la plupart le sont. Exact. Genre, vous avez dit que c'était normal de mettre notre origine de côté, mais c'est pas normal que des enfants provenant d'autres pays doivent mettre leur origine de côté pour se faire accepter par des professeurs. Parce que vous dites que les Québécois ne sont pas racistes, mais je peux vous garantir que la moitié de la salle qui sont immigrants peuvent dire que les Québécois sont racistes. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Ben oui, je vous annonce, oui, vous mettez tout le monde dans le même panier. Non. Okay. Parce que vous dites que, mot pour mot, vous écrivez « Les Québécois ne sont pas racistes ». Mais vous auriez pu très bien écrire que certains Québécois ne sont pas racistes. Alors que... Ben, à plusieurs endroits dans le livre, j'indique que le racisme existe bel et bien au Québec. Jamais je ne remets ça en question. Oui, mais vous avez écrit mot pour mot que tous les Québécois n'étaient pas racistes. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous relirez mon livre. Dans tous les cas, si il y a une ambiguïté, je vous l'annonce, il y a évidemment du racisme au Québec comme partout ailleurs dans le monde. Est-ce que la société québécoise est raciste? La réponse, c'est non. C'est-à-dire que les lois contre la discrimination existent. C'est-à-dire que ce serait une drôle de société raciste où il y aurait des lois contre le racisme. Oui, mais je veux dire, exemple, il n'y a pas si longtemps, toutes les personnes qui travaillent au gouvernement ont eu une conférence ou un truc comme ça sur les micro-agressions. Pourtant, en fait, je trouve que vous ne démontrez pas assez dans votre livre que il peut avoir du racisme. Genre, dans le documentaire, c'est écrit que... vous avez écrit que c'était trop exagéré, qu'il n'y avait pas tant de racisme au Québec, alors que c'est complètement faux. Donc, je donne aucune statistique par rapport à ça. Ce que je vais, en fait, tout simplement, c'est que je vais tout simplement répéter ce que j'ai dit, là. Mais c'est-à-dire, je n'ai jamais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de racisme au Québec. Je n'ai jamais dit que c'était pas un sujet important. En fait, je l'ai dit depuis le début, je pense, de cette présentation à de multiples reprises. Est-ce qu'on peut caractériser le Québec ainsi? À mon sens, non. Je donne une série d'exemples dans mon livre.
Après ça, si on considère que le contraire, ben, c'est tout à fait votre droit, mais à mon sens, non, le Québec n'est pas une société raciste. OK, c'est bon. Merci. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Santarossa. J'avais une question pour vous. C'était concernant une idée qui revient quand même souvent chez vous, c'est le fait que le wokisme ne serait pas assez remis en question au Québec. Justement, vous parliez de nuances tout à l'heure. Je penserais qu'il faudrait nuancer ces propos-là, dans le sens où est-ce qu'on voit quand même que c'est une idéologie qui est très poussée de manière négative. On le voit notamment, il y a le premier ministre qui parlait de M. Gabriel Nadeau-Dubois comme étant un woke. Et généralement, on le voit par exemple tous les jours dans le JDQ, JDM, etc., et les médias québécois. Le wokisme, c'est une idée qui est presque obsessionnelle. Obsessionnelle, je veux dire. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment dire dans ce cas-là que le wokisme n'est pas critiqué au Québec de manière démocratique dans les débats? Je me demandais qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça me permet d'apporter une nuance très importante. J'en ai un peu parlé tantôt en parlant de la réception médiatique de mon livre. Ceux qui ont dit que c'était un bon livre, c'est des gens qui sont déjà critiques du wokisme. Mais des médias qui, à mon sens, parlent quotidiennement de sujets en lien avec la question woke, par exemple Radio-Canada, n'en a pas parlé, alors qu'ils ont encensé le livre de Judith Lucier, de Fabrice Ville, etc. C'est dans leur droit de ne pas parler de mon livre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc, c'est ce que je remarque, en fait. C'est ça, c'est que il y a certains médias qui sont critiques du wokisme, certains médias qui sont complaisants, qui favorisent cette idée-là. Normalement, un média, à plus forte raison, un média public comme Radio-Canada, comme Télé-Québec, devrait tendre vers la neutralité, vers l'objectivité, de présenter différents points de vue, ce que Radio-Canada ne fait pas, à mon sens, avec ces questions-là. Mais vous avez raison que le mot woke, certains ont une forme d'obsession en lien avec ça. Mais j'ai envie de dire, critiquer une idéologie dans une chronique, c'est pas la même chose que la critiquer dans un livre ou dans une recherche universitaire. C'est-à-dire, justement, une chronique, ça vise à faire réagir, en quelque sorte. Mon livre, je pense qu'il peut susciter la réflexion, peut susciter des réactions, mais le but, ce n'est pas de polariser puis de créer une vive réaction. Mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Bonjour, M. Santarossa. Moi, j'ai lu votre livre jusqu'au bout. Et ce qui m'a intrigué, en fait, c'était le choix des représentants woke. En fait, un documentariste, bon, pour l'avoir vu, le documentaire, moi aussi, je trouvais que ça manquait de science dans ce documentaire-là. Une poétesse et une journaliste. Ce que vous appelez le mouvement woke va souvent prendre ses assises sur des fondements scientifiques qu'on va retrouver dans des champs de recherche, comme par exemple les gender studies, ou les études féministes aussi, ou les études sur les inégalités sociales chez les Noirs, etc., etc. Donc, il y a toute une littérature scientifique très riche par rapport à ces institutions-là que vous dites qui prennent des décisions, selon vous, sur du vent. Et ce qui m'intrigue, moi, souvent, dans les gens qui vont critiquer le wokisme, comme vous l'avez fait dans votre livre, c'est que vous ne vous attaquez pas, dans le fond, à la racine des fondements scientifiques de ce que vous appelez le mouvement woke. Vous choisissez des artistes, des écrivains ou des intellectuels, et vous critiquez, dans le fond, leurs ouvrages. Mais, je veux dire, et vous leur reprochez, dans le fond, de manquer de rigueur. Mais est-ce que, en ne critiquant pas les assises scientifiques de ce mouvement-là, qui sont les articles scientifiques qui sont produits sur les différents sujets sur lesquels ils s'appuient, vous ne manquez pas, vous aussi, de rigueur, dans le fond? Alors, c'est le reproche que j'aurais à faire à votre livre. Vous avez mentionné tantôt que vous avez fait une étude plus approfondie, là. J'aimerais ça en entendre parler parce que moi, j'attends encore aujourd'hui, à ce jour, sur le wokisme, une définition basée sur des articles scientifiques ou en tout cas une problématique qui serait développée sur le wokisme où on critique les assises scientifiques de ce qu'on appelle le wokisme. Et malheureusement, dans votre livre, je n'ai pas eu ça. J'ai eu encore un débat entre intellectuels. Alors, allez-vous le faire un de ces jours, c'est ça? Donc,
évidemment, ça se veut un essai qui cherche à aller chercher le plus grand public. Donc, évidemment, on cherche à aller trouver des personnes, à critiquer des personnes qui ont un certain statut médiatique, en quelque sorte. Et mon livre aussi porte justement sur comment le wokisme existe, en fait, dans l'espace public, dans les entreprises, dans les médias, au gouvernement, etc. Donc, je pense que mon livre portait là-dessus. Sur vraiment aller au fond des choses, oui, c'est-à-dire en éducation, je suis diplômé plus en éducation, il y a des articles de fond à faire là-dessus. J'en ai fait un là-dessus qui était, à mon sens, intéressant. Il y en aura d'autres dans les prochaines années, mais il y en a d'autres intellectuels qui s'adressent au fond des choses, je pense. Puis critiquer mon livre là-dessus, je veux dire, ça n'était pas non plus l'objectif de critiquer les universitaires obscurs qui font des recherches sur ces questions-là. Dans un essai, on cherche quand même à aller chercher le plus grand monde, le plus grand nombre, sinon on ne m'aurait pas invité ici, je pense. Merci. Là, je pense que oui, c'est ça. J'ai vu passer le petit bucket de tirage et je sens aussi plusieurs personnes qui se lèvent parce qu'ils ont des cours probablement très loin d'ici. Donc, on va... Avant, par exemple, de procéder au tirage, je veux juste remercier beaucoup M. Santa Rosa pour le temps qu'il nous a accordé. C'est très, très, très apprécié. Merci.